Bonjour et bienvenue pour ce débat consacré à l'Espagne. Il y a des élections législatives le 20 décembre prochain en Espagne et on a voulu revenir en détail sur les enjeux mémoriels avant ces élections. On va parler des mémoires du franquisme, mais aussi des mémoires de la transition après la mort de Franco et puis aussi, si on a un peu de temps, des mémoires de la République au début des années 30 en Espagne. Avec deux invités. D'abord, je vous présente Charlotte Worms. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 1. Vous avez coordonné un numéro récent de la revue 20e siècle qui est consacré à l'histoire et aux conflits de mémoire en Espagne. Et à vos côtés, Stéphane Michonneau. Vous êtes professeur à l'Université de Lille 3 en histoire contemporaine et vous êtes aussi un spécialiste de l'Espagne. Merci à tous les deux d'être présents. Avant de lancer ce débat, on va regarder cette archive de quelques secondes. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Alors cet objet, c'est un nodo, c'est-à-dire ces courts-métrages d'information officielle qu'on passait en Espagne sous le franquisme au début des séances de cinéma. Et il se trouve que j'ai choisi cet extrait parce que ça se passe le lendemain de la mort de Franco, le 20 novembre 1975. Alors en fait, on en a peu parlé en France parce qu'il y a eu les attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre, mais l'Espagne a commémoré les 40 ans de la mort de Franco en novembre. Et il se trouve que ça s'est passé au moment où débutait aussi la campagne pour les législatives du 20 décembre. Et c'est d'autant plus intéressant en fait que cette période de la transition vers la démocratie, qui s'ouvre après la mort de Franco, est en fait une période clé pour comprendre l'Espagne d'aujourd'hui et peut-être comprendre aussi un peu de la crise actuelle. Alors, il y a beaucoup de partis, notamment Podemos en campagne, qui parlent de cette fameuse transition après la mort de Franco et on va essayer d'y voir plus clair. Charlotte Worms, peut-être comment vous expliquez, vous, ce phénomène, ce regain un peu d'attention, on va dire, pour cette période de la transition aujourd'hui en Espagne ? Alors, d'abord, 40 ans se sont écoulés depuis la mort de Franco et 40 ans s'étaient écoulés depuis sa prise de pouvoir au moment où il est mort. Donc, il y a sans doute un cycle générationnel, etc., qui joue. Quand Franco est mort, l'établissement de la démocratie est passé par une transition pactée, on a beaucoup dit qu'elle était pactée, alors on revient sur cette manière de voir les choses aujourd'hui, mais entre un secteur réformiste en fait, du régime et les partis de l'opposition au franquisme. Alors pourquoi est-ce qu'elle était pactée ? Parce que à l'époque, les débats parlementaires sont hantés par la peur, la hantise, la peur qu'une seconde guerre civile intervienne. L'idée, c'est la réconciliation. Il ne faut pas, exactement, il faut se réconcilier, il faut surtout pas rouvrir les plaies du passé pour avancer. Alors, en fait, j'ai quand même dit que cette vision est aujourd'hui, cette lecture, on revient aujourd'hui sur cette lecture, dans la mesure où, évidemment, cette transition est possible parce qu'elle est portée par une évolution de la société, par des mouvements sociaux, etc., etc., etc. Mais c'est aujourd'hui, 40 ans après, au moment où les gens, enfin les jeunes gens qui sont aujourd'hui ces militants du mouvement mémoriel et qui veulent relire cette transition et revenir sur cette transition, n'étaient pas nés ou étaient très jeunes enfants au moment où cette transition a eu lieu. Alors peut-être dans cette transition qui va en fait de 75, la mort de Franco, jusqu'en gros 82 et l'élection des socialistes, il y a un moment clé qui est la Constitution de 78, qui est toujours en vigueur en Espagne aujourd'hui, et alors en fait qui est extrêmement critiquée. Stéphane Michonneau, peut-être là-dessus, est-ce qu'on peut dire un peu que la Constitution de 78, c'est un peu l'origine de tous les maux que connaît l'Espagne aujourd'hui ? Ah non, je ne crois pas, non. Mais c'est comme ça qu'une partie de l'opinion publique c'est ce qu'on entend, y compris. Le lit, une petite partie. Alors, qu'est-ce que vous... Non, puis cette constitution elle a été approuvée par un vote tout à fait unanime des Espagnols en 78. Donc, non, on ne peut pas dire qu'elle soit l'origine des maux. Peut-être elle est liée à un autre événement qui est un peu masqué et qui peut-être, lui, est vraiment remis en question. C'est la loi d'amnistie qui a été votée une année plus tôt et qui, elle, finalement...
établi, comme toutes les lois d'amnistie, une sorte de remise à zéro des compteurs, ce qui a permis évidemment de libérer tous les prisonniers politiques du régime franquiste. Mais cette loi permet aujourd'hui aux criminels du régime franquiste de se protéger derrière l'amnistie. Alors c'est cette loi d'amnistie qui pose problème parce que là il y a un vrai problème de justice, une justice qui ne peut pas se rendre. Bien. En même temps, cette constitution, je reviens un peu là-dessus, oui. elle fixe par exemple l'organisation territoriale du territoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Catalogne, les regains nationalistes, les problèmes de l'organisation territoriale de l'Espagne, ça vient de cette constitution. Ça, effectivement. Ça vient de ces compromis qui ont été pactés au moment de la constitution. Elle résulte effectivement d'un pacte territorial entre centralisation et fédéralisme. C'est ni une constitution centralisée ni une constitution fédérale, c'est un entre-deux, une invention assez géniale ce qui est intéressant aussi, c'est que la structure territoriale est sans cesse en discussion, donc c'est assez souple. La Constitution ne tranche pas, elle ne dit pas finalement, elle établit un cadre, mais elle ne dit pas très exactement comment les choses doivent fonctionner, et c'est de la pratique qui fait que ça marche ou pas. Alors là, depuis les années 2002, il y a une remise en question de cette structure territoriale qui pourrait ouvrir à une révision constitutionnelle, pas nécessairement à un changement de régime, et pas nécessairement... Alors, ce type de débat sur la structure territoriale, c'est très régulier dans l'histoire de l'Espagne. Ouais. Et ce n'est pas absolument lié toujours au problème de la transition démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les années 30 aussi, il y a eu ce débat, dans les années 10 également. Donc c'est comme une pulsation qu'on retrouve très régulièrement dans la vie du pays. Ouais. Charlotte Worms, peut-être là-dessus, sur le rapport un peu entre crise, constitution, période de la transition, est-ce que vous avez l'impression, vous, que c'est justifié ce débat sur la transition aujourd'hui, ou est-ce que ça vous semble plus anecdotique par rapport à des questions économiques, à des politiques Bon, alors la crise, on parle de crise politique, elle se fait dans un contexte de crise économique, ce qui aussi évidemment joue, et là qui n'est pas strictement ou clairement imputable aux formes qu'a pris la transition évidemment. La crise politique, elle s'inscrit quand même, il ne faut pas complètement l'oublier, dans une crise, enfin je veux dire dans un mouvement international de renouvellement des formes du militantisme depuis les années 90, de crise des partis de gouvernement anciens, etc. Ouais. Alors, en revanche, est-ce qu'elle me semble justifiée alors j'ai du mal, je suis peut-être trop historienne là-dessus, mais j'ai du mal à avoir un jugement pour savoir si elle est justifiée ou non. Ce qui est vrai et ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture symbolique avec le franquisme au moment de la transition. C'est-à-dire qu'on a, cette transition dite pactée, elle s'est faite au sein des institutions, des institutions franquistes, et donc dans la continuité juridique, si vous voulez, du régime franquiste, qui n'a pas été condamné. Alors, il y a eu une condamnation très tardive en 2002, qui a été très polémique, qui ne porte pas tant sur le régime que sur le coup d'État qui déclenche la guerre civile, qui conduit à l'avènement du franquisme. Donc en ce sens, manifestement, il y a un besoin de rupture claire et un besoin de rééquilibrage des mémoires de la part des vaincus de la guerre civile, enfin la mémoire des vaincus de la guerre civile dont la mémoire qui demande réparation, dont la mémoire n'a toujours pas été rétablie. Voilà. Ouais. Plus que la transition. Mais du coup, ça conduit à une révision, à une relecture de cette transition qui réfléchit notamment aux mouvements sociaux qui portent cette transition. Alors justement, on va peut-être venir à cette loi sur la mémoire historique de 2007 qui fait un peu suite à ce que vous racontez. C'est une des lois que vous avez décrite dans ce numéro qui est aussi coordonné par Élodie Richard, on va le dire en passant. Et du coup, c'est sans doute ce qui est le plus connu peut-être en France, qu'on a entendu sur les questions mémoriales en Espagne, c'est cette loi adoptée par Zapatero en 2007 du coup, et qui parle un peu d'une récupération, c'est le mot un peu comme ça officiel en Espagne, de la mémoire historique. Alors c'est surtout des réparations symboliques pour les victimes. On encourage aussi les exhumations pour essayer de retrouver les corps, même si tout ça n'a pas vraiment beaucoup avancé, vous nous direz peut-être. Et ça appelle aussi au développement, aux chercheurs à se relancer, à travailler sur ces questions-là. Ma question, on a l'impression en même temps que c'est une loi qui est très contestée encore aujourd'hui en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ?
Alors, la loi de 2007, dite de récupération de la mémoire historique, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur ces mots, puisque récupération, c'est à la fois retrouver et réhabiliter. Donc, il y a et se réapproprier. Bon, bref, en tout cas, cette loi de 2007, elle a toujours été controversée. Elle a été l'objet d'un très très violent débat politique, en tout cas d'une polémique politique forte quand elle a été adoptée, avant d'être adoptée, quand elle a été adoptée, et encore aujourd'hui. En gros, sur la gauche, on lui reproche de ne pas aller jusqu'au bout. Ce que veulent les mouvements mémoriels, c'est la judiciarisation et donc la poursuite judiciaire des crimes du franquisme, qui ne sont empêchés par la loi d'amnistie auquel vous allez Stéphane tout à l'heure. C'est ce qui s'était passé avec Balthazar Garçon, qui avait essayé aussi et qui s'était heurté à cette loi de 77. Voilà, il a essayé de contourner cette amnistie en passant par le droit international sur les crimes imprescriptibles, donc les crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, la procédure est toujours en cours. Une procédure est toujours en cours. Donc ça, c'est un des principaux points d'insatisfaction de critique sur la gauche. Le deuxième point est que cette loi ouvre la possibilité de rééquilibrer les mémoires, encourage le fait qu'on retire les statues de Franco. Au passage, je mentionne qu'il y en avait une à Madrid devant les ministères, les grands bâtiments ministériels, 10 nouveaux ministères jusqu'en 2005. Et elle a été retirée de nuit, c'est ça? Elle a été retirée en catimini, de nuit, sans que ça soit annoncé, mais ça a d'ailleurs quand même déclenché des manifestations. Bon, bref. Donc, donc la loi encourage ces choses-là, mais n'y oblige pas. Donc en gros, les communautés autonomes et les municipalités décident, d'une part, et d'autre part, elles ne donnent pas les moyens financiers pour mettre en œuvre ce programme, notamment en ce qui concerne les exhumations des fosses du front. Qui en sont à un niveau... est-ce qu'il s'est passé des choses là-dessus, en fait? Parce qu'au-delà des annonces... On a exhumé beaucoup de corps, quand même. C'est un mouvement continu qui donne lieu à une espèce d'énorme base de données. Toute l'information est en ligne. Mais ce sont des initiatives locales et associatives. D'accord. Stéphanie Chauneau, là-dessus? Oui, effectivement, je crois que les exhumations, on en voit une partie, mais on voit 240, 250 exhumations, c'est assez spectaculaire. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a 10 000 fosses communes. Donc, en fait, l'écrasante majorité des fosses communes ne sont pas touchées. Et finalement, ça veut dire que l'Espagne est incapable de régler la question du passé. Et cette loi de mémoire historique, elle est intéressante parce qu'elle a été pensée comme les lois de point final, comme on voyait en Argentine, au Chili, qui étaient censées véritablement clore le débat. Elle n'a pas réussi à clore le débat. Et au contraire, d'une certaine manière, d'autres polémiques ont surgi. Par exemple, elle a créé un nouveau centre d'archives, qui sont les archives de Salamanque, les archives de la guerre civile, un centre de la mémoire historique, dont les fonds sont constitués de pièces d'archives qui ont été expoliées, volées par l'armée franquiste dans les régions conquises de la République. Donc ces régions aujourd'hui demandent le retour de ces documents au point d'origine. Voilà, donc un nouveau point de friction que sont les archives de Salamanque. Pour les brigadistes, pas trop de problèmes. Pour les monuments, il y a énormément de discussions parce que la loi prévoit de retirer tout ce qui est symbologie franquiste. Mais si cette symbologie est considérée comme une pièce d'art ou faisant partie d'un monument qui aurait une valeur esthétique, à ce moment-là, on le garde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pièce d'art? Qu'est-ce que c'est pas une pièce d'art? C'est évidemment un débat infini. L'indemnisation, elle a lieu, mais bon, c'est une indemnisation de personnes, il n'y a aucune collectivité, donc aucune pour les proches des disparus, c'est ça? Oui, il y a des indemnisations possibles pour les proches et les familles. Simplement, il n'y a pas de crime collectif, donc ni crime de guerre, ni crime contre l'humanité naturellement. C'est là où Garçon a essayé de bouger. Et puis enfin, les exhumations, elles se font, mais comme elles dépendent des autorités locales et donc du parti politique au pouvoir, en fait, c'est un processus à peu près congelé et bloqué. Ça dépend des régions, mais en général, c'est bloqué. Juste un mot, parce qu'on a dit comme elle était critiquée sur sa gauche, on a oublié de dire que cette loi est évidemment critiquée sur sa droite, comme, c'est quand même peut-être le premier point, comme risquant de rouvrir les plaies de la guerre civile, rompant avec la réconciliation, la convivencia, le bien vivre ensemble de cette Espagne réconciliée. Ce qui est étonnant, c'est que la crise et le moment incroyable de crise économique qu'a vécu l'Espagne, et par relancer ça et un peu mis de côté les discours sur la réconciliation. Et on aurait pu penser que ça aurait mis de côté un peu ces critiques. Oui, mais face à la crise, il y a à la fois
les mouvements les discours sur l'union sacrée et les discours au contraire. Il y a les deux. Critiques, Ouais. voilà. Alors, je voulais vous entendre sur, parce que dans la suite de ce que vous dites, il y a eu en juillet des actions un peu de certaines mairies en Espagne, à Madrid, à Barcelone notamment. Il y a une décision très commentée de la maire de Barcelone qui est, on dit en raccourci que c'est une maire indignée, Ada Colau, qui a fait retirer le buste de Juan Carlos de la salle de réunion du conseil municipal à Barcelone, ce qui a provoqué moult polémiques à Barcelone. Donc il faut rappeler que Juan Carlos n'est plus le roi d'Espagne, il a abdiqué en 2014. Ça va dans la logique de cette loi de la mémoire historique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Oui, ça va dans... Alors, ça va dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Il s'agit de défranquiser l'Espagne, en particulier symboliquement, et de marquer la rupture, qui n'a pas été clairement marquée au moment des années 80, comme l'a dit Charlotte. Alors, il y a un contexte aussi local, qui est le contexte catalan. En Catalogne, ce nettoyage monumental des noms de rues, etc., a eu lieu très très tôt, dès 1979. Pour vous dire, à Madrid, il est en cours, 40 ans après, donc on n'est pas du tout à la même vitesse. Bon, bah, il y a là une habitude à Barcelone, et ça fait très très longtemps qu'évidemment tous les signes du franquisme ont été éliminés à Barcelone. Alors la statue de Juan Carlos, ça va dans ce sens-là, mais enfin c'est un pas supplémentaire aussi, parce que Juan Carlos était un roi associé à la transition, totalement mythifié grâce à son attitude en vérité un petit peu ambiguë au moment du coup d'État de Tejero. Et là, pourquoi on le retire? Parce qu'on le considère comme un des fils du régime. Parce qu'effectivement, c'est Franco qui a mis le roi sur son trône. En fait. Ça c'est vrai, oui, bien sûr. Et en 69, Franco est vivant et le roi est mis sur son trône en 69. Donc d'une certaine manière, c'est ses origines, cette tâche coupable de la monarchie qui a été visée par ce retrait. Ce qui veut dire qu'en Catalogne, et ça annonce un sujet suivant, c'est qu'en Catalogne, on est républicain. Ouais. C'est une opinion républicaine. C'est assez typique d'une opinion républicaine. Justement, je voulais vous entendre là-dessus sur aussi la mémoire de la République. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais trouvé surprenant et en même temps très beau, j'avoue, c'est qu'en assistant à des manifestations l'an dernier, au moment aussi de l'abdication de Juan Carlos en Espagne, mais dans les mouvements sociaux, dans ce qu'on appelle les marais, qui luttent contre les mesures d'austérité, on a vu ressurgir des drapeaux de la Seconde République. Et du coup, on a l'impression, ce que vous racontez notamment dans ce numéro, c'est que souvent l'imaginaire de la Seconde République, c'était le régime qui a été responsable de la guerre civile. Ou qui a provoqué... voilà. Et du coup, est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'il y a un retour un peu vraiment de ces mémoires de la République en Espagne? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, la première chose, c'est que les drapeaux de la République n'ont jamais tout à fait disparu des cercles militants. Hein. On les a toujours vus. Que je ne savais pas. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Alors là, c'est vrai que la relecture de la critique de la transition atteint en fait la forme monarchique et la personne du roi, du roi qui a dû abdiquer. Oui, alors le regard sur la République change. Il y a toujours eu une mémoire, notamment hassaniste, du président Hassan, d'une république un petit peu, comme point de référence militant de la gauche n'a jamais cessé d'exister. En revanche, la manière dont on a écrit l'histoire de la guerre civile a conduit à faire de la République le coup d'État qui déclenche la guerre civile a lieu pendant la Seconde République. Juste pour que ce soit bien clair, la Seconde République c'est 31. Voilà. Et donc, responsable du coup d'État 36. Alors, elle n'est pas responsable du coup d'État. Mais le 18, pendant la République, alors que vient d'être élu le Front populaire, donc là aussi, on voit qu'il y a quand même une conjoncture européenne, puisque en 36, il y a aussi le Front populaire qui arrive au pouvoir en France. Donc, en juillet 36, coup d'État militaire, peut-être dans la pure tradition des coups d'État et des pronunciamientos espagnols, qui ont lieu en Espagne, qui échoue à l'inverse des autres et qui conduit, d'autres précédents, et qui échoue à moitié. Il réussit dans certaines villes et il échoue dans d'autres, et c'est ce qui provoque
provoque la guerre civile. Alors, le fait que cette guerre civile explose dans ce contexte-là a fait qu'on a longtemps considéré que la République était responsable ou qu'elle était condamnée d'emblée, que ce soit par des causes profondes dans une lecture marxiste, ou par des causes immédiates qui seraient la radicalisation, puisque c'est le terme qui est utilisé par les historiens et qui en fait remonte aux à une première lecture de politiste, de Juan José Lins, qui est d'ailleurs plutôt proche de la droite franquiste, je fais un peu un raccourci, mais voilà. Et est-ce que vous diriez que ça a changé? Voilà, donc aujourd'hui on revient là-dessus. Aujourd'hui, d'une part, les historiens ils réhabilitent la Seconde République comme objet d'histoire possible à part entière, et en ce sens, pendant la transition, un des points très importants au tout début des années 80, donc à la fin de la transition, a consisté à rappeler l'apport des historiens au débat public. Ça a consisté à rappeler que la guerre civile est déclenchée non pas par la République, mais par un coup d'État. Et c'était en fait, c'était un acte d'historien, mais c'était extrêmement important politiquement de pouvoir le dire. Et donc tout ça permet aujourd'hui une relecture de la République et sa réhabilitation comme modèle politique. Historiographiquement, c'est toujours un sujet très très chaud, précisément parce que c'est chargé de cette charge politique forte aujourd'hui, ce régime. Stéphane Michonneau là-dessus? Oui, je crois qu'on n'imagine pas ici combien le franquisme a réussi son coup, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a véritablement inculqué au plus profond de l'âme des Espagnols l'idée que la République était la cause de la guerre civile. Et par conséquent, puisque vous ne voulez pas à nouveau d'une guerre civile, et les Espagnols vivent absolument dans la peur d'un retour fantasmé de la guerre civile, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun risque de guerre civile, mais constamment, les hommes politiques rappellent constamment à l'opinion publique le risque de la guerre civile. Et donc, risque de la guerre civile, ça veut dire que, nécessairement, on ne peut pas penser la République. Et ça, c'est une des clés de la transition. Les Espagnols se sont empêchés d'envisager des solutions politiques par peur. Et cette histoire de la peur, d'ailleurs, elle reste à écrire. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est dans des générations, comme le disait Charlotte, qui n'ont plus peur, parce qu'elles sont nées non seulement après le franquisme, mais aussi après la transition. Et elles se sont libérées de cette peur. Et puis il y a aussi des contextes régionaux qui fait que, pour des régions particulières, au Pays Basque, en Catalogne, on a un petit peu tourné la page de tout cela, et je crois qu'on n'a plus peur. Et si les Catalans se lancent dans des aventures politiques telles qu'on les voit, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, ils se projettent dans un avenir auquel le reste des Espagnols n'osent pas ni penser, même pas le penser. Donc là, il y a quelque chose qui a un rapport à la peur qui est très important. Ça veut dire que 40 ans après la mort de Franco, on commence en Espagne à ne plus avoir peur. Alors, un des exemples justement où on voit que le franquisme a réussi son coup, comme vous disiez, et a marqué les esprits très profondément, c'est cette histoire aussi des ruines de Belchite. Alors, je voulais qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est un article qui est dans la revue, et que vous avez écrit, Stéphane Michonneau. Alors, on parle de Belchite, donc c'est une localité près de Saragosse, donc dans l'Aragonne, entre Madrid et Barcelone. Et c'est là qu'a eu lieu une bataille très célèbre de la guerre civile en 1937, visiblement un massacre. Et Franco va l'utiliser très vite, va en faire très vite un lieu de mémoire à la gloire du régime. Et donc vous avez travaillé sur l'utilisation un peu mémorielle de ces ruines. Est-ce que vous pouvez, et vous parlez dans cet article d'un lieu de mémoire impossible aujourd'hui, justement, une fois que la démocratie est revenue. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu votre réflexion là-dessus? Oui, alors Belchite, j'ose à peine le dire, mais c'est une sorte d'Oradour-sur-Glane, mais à l'envers, puisqu'il a été congelé en ruine par un régime fasciste. Alors que Oradour-sur-Glane, naturellement, ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire qu'on a décidé de laisser le village en ruine. C'est une décision inédite, on est en 1938, ça ne s'est jamais fait, même après la guerre de 14 en France et en Belgique, on y a pensé, mais on ne l'a pas fait. Donc là, on le fait, c'est quand même une première historique. Et puis c'est fait par un régime qui est ce qu'il est, et qui en fait effectivement l'une des vitrines principales de sa propagande pour dénoncer la barbarie républicaine, la barbarie rouge, etc. Puisqu'il se trouve que pendant la bataille, le village a été surtout bombardé par les armées républicaines. Enfin bon.
Alors pourquoi un lieu de mémoire impossible? Parce que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'aujourd'hui, la population reste prisonnière de ce récit franquiste mythique, et qu'elle a tenté de transformer ce lieu en un lieu de réconciliation démocratique. Et évidemment, ça n'a pas marché parce que les gens de gauche n'ont pas du tout envie de défiler dans ce village et ils n'y trouvent pas leur place. Et donc cette réconciliation a en quelque sorte raté, malgré de très nombreux efforts. Et donc cette population et ces gens se trouvent finalement dans l'incapacité de raconter un récit commun de ce qui s'est passé dans ce village, et c'est toujours une terre de dispute. Et ça reste un lieu touristique en même temps, en Espagne aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on visite les ruines. Oui. Très touristique, c'est environ 15 000 personnes par an. C'est typique du tourisme de guerre, comme on le trouve très développé en France, en Allemagne ou en Belgique. En Espagne, c'est beaucoup moins développé, c'est surtout développé en Catalogne, en Aragon, un tout petit peu à Madrid. Oui. Non, j'allais juste dire, il faut aussi comprendre que le thème de la réconciliation et l'idée d'un lieu de mémoire partagé est porté par la droite, parce que c'est ce qui a été porté par le régime franquiste à partir des années 60. À partir des années 60, la guerre est décrite comme une guerre fratricide, où tout le monde a été coupable, où tout le monde, des deux côtés, il y a eu des atrocités, où les Espagnols se sont entretués entre eux, et donc il est temps de se réconcilier. Donc il y a une espèce d'origine franquiste de cette notion de réconciliation, et donc un lieu de mémoire partagé est toujours plus ou moins suspect de porter ce discours. C'est ce qui s'est passé dans un autre lieu célèbre, qui est le Valle de los Caídos, une grande basilique inaugurée en 1959. L'idée date de 1940. Tout près de Madrid. Ça, c'est près de Madrid. Oui, c'était une quarantaine de kilomètres de Madrid, au centre géographique de la péninsule, juste à côté de l'Escorial. Donc il y a aussi une narration de l'histoire particulière. Et c'est là que c'est un mausolée, c'est là que sont enterrés 33 000 corps. En principe, qui sont les corps des gens qui ont combattu du côté du franquisme, ce qu'on appelle les caídos, les tombés. En principe, il n'y a pas de... Et c'est là où il y a le corps de Franco, avec une énorme croix qui surplombe la basilique. D'abord, avant toute chose, il y a le corps de Primo de Rivera, qui est le fondateur de la Phalange, du parti unique. Et puis, effectivement, en 1975, on y a mis le corps de Franco. Enfin, c'est Juan Carlos qui a décidé ça. C'est une drôle de décision, mais il ne s'était pas prévu. Et ça reste un lieu de pèlerinage un peu franquiste, etc. Qu'est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est un lieu... Là encore, c'est un lieu impossible Qu'est-ce qu'il faut... Alors ça, ça fait partie, j'allais faire un rapprochement qui est un petit peu, mais ça me fait penser au palais de Ceausescu à Bucarest. C'est des espèces de lieux impossibles qui, les démolir, ça pose peut-être un problème de mémoire, et puis surtout ça coûte très très cher. Les entretenir, ça coûte aussi très très cher. Et donc en fait, pour le moment, ce qui se fait avec ce lieu, qui est une basilique, alors où le culte a été interdit très récemment, si je ne me trompe pas, pour des raisons pas non plus très explicites, mais où il y avait un culte, où tous les 20 novembre, pour l'anniversaire de Franco, il y avait quand même des manifestations, où encore des gens viennent se recueillir, d'autres viennent visiter, et les tombes de José Antonio Primo de Rivera et de Franco sont toujours fleuries. Donc c'est un lieu de mémoire franquiste, en même temps... voilà. Donc aujourd'hui, pas vraiment aucune décision n'a véritablement été prise, et ce qui se fait, c'est qu'on laisse le bâtiment s'effondrer petit à petit. Il est déjà, son entretien coûtant très cher, c'est ennuyeux de demander aux contribuables de continuer. Donc il se dégrade. Voilà, on le laisse se dégrader. C'est ça qui... Oui, alors c'est un lieu dont on pourrait parler pendant des heures. Oui. Il a aussi de particulier, c'est qu'il a été construit par des prisonniers républicains. Il a aussi ceci de particulier qu'on s'est aperçu récemment qu'en fait il y avait des républicains à l'intérieur du mausolée par accident, parce que lorsqu'il a fallu concentrer tous ces ossements pour les conduire à Madrid, les municipalités ont ouvert les fosses communes et elles ont déblayé tout. Évidemment, elles ont pris aussi des corps de républicains. Et aujourd'hui, on a la preuve que des corps de républicains dorment éternellement à 20 mètres de Franco. Voilà, donc c'est un lieu extrêmement compliqué. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que la démocratie a tenté de faire de ce lieu un lieu de la réconciliation. C'est ça. Et ça a évidemment totalement échoué. Mais elle l'a tenté à l'intérieur du cadre du franquisme. Et c'est précisément parce qu'elle le faisait à l'intérieur du cadre du franquisme que cette tentative de réconciliation devait nécessairement échouer. Il faudrait pouvoir
pour en sortir, eh bien, sortir de ce cadre et peut-être, par exemple, raconter l'histoire du chantier où des centaines et des centaines de républicains prisonniers sont morts en creusant la basilique, qui est une des plus grandes basiliques du monde. La cathédrale de Paris rentre dedans. Donc, c'est impressionnant. D'ailleurs, juste au passage, il n'y a aucune signalétique, il n'y a aucun discours. Si vous allez visiter cet endroit, on vous parle de la faune et de la flore, et le reste, on n'a rien écrit parce qu'on ne parvient pas à écrire un texte consensuel pour présenter l'histoire de ce monument. D'accord. C'est le cas à Madrid aussi, où il y a toutes sortes de monuments franquistes qui ne sont pas étiquetés comme tels, donc les gens pensent que c'est vieux, bon, très bien, ils l'acceptent. En fait, non, ce sont des monuments du franquisme. Oui. Enfin, moi, j'étais en reportage il y a quelques jours à La Corogne, où il y a encore, par exemple, donc, qui est vraiment une terre où Franco est né pas très loin, etc. Et il y a encore des rues qui s'appellent División Azul, qui est le nom de ces militaires volontaires espagnols qui sont partis combattre avec la Wehrmacht. Et les grands généraux de la guerre civile ont toujours des noms de rues. Ouais. Ça va changer, là, je crois. Oui, il paraît que... Une 70 noms qui vont sauter. Ouais, mais du coup, juste peut-être pour terminer un peu sur ce qu'on vient de dire un peu, on voit que le discours sur la réconciliation est piégé et confisqué par la droite et plutôt dangereux politiquement. Il y a eu cette loi en 2007 de Zapatero des socialistes qui est aussi problématique, manque de moyens ou qui n'est pas suffisante. Est-ce que là, avec la campagne et les débats qui s'ouvrent avec la crise, est-ce que du coup la réponse c'est les nouveaux partis, Ciudadanos, Podemos, qui sont les seuls à être capables d'avancer sur ces questions-là et de faire une rupture ou d'aller plus loin, ou alors il faut miser sur un nouvel écosystème avec le roi Philippe, etc., les partis traditionnels. Comment vous voyez un peu par où ça va passer, les étapes d'après, quoi? J'ai vu que dans le programme de Ciudadanos, il y a la volonté clairement exprimée d'aider à une exhumation générale, parce qu'il faut que les cadavres sortent du placard, sinon l'Espagne n'arrivera jamais à s'en sortir. Il faut aller tous les chercher, il n'y a pas d'autre solution finalement, ils y sont obligés. Alors c'est intéressant parce que c'est un parti de droite qui a l'air d'assumer pour la première fois ce parti pris. Donc là je pense qu'effectivement il y a une sorte de virage qui est pris. Une autre sortie possible, c'est la sortie à la catalane, mais enfin ça c'est une autre aventure. Bien sûr. Et vous, Charlotte, là-dessus j'ai Même si vous êtes historienne. Non, mais je suis aussi citoyenne et être humain. Mais je pense que moi j'ai une réponse avec le temps. Je pense aussi que, en gros, le renouvellement générationnel permet aussi cette rupture et qu'on va de plus en plus vers cette rupture, que ça passe par c'est porté par ces nouveaux partis bien sûr, mais aussi par cette nouvelle génération. Ok. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus, merci à l'équipe de réalisation d'avoir réalisé cette émission et vous retrouverez tous les liens vers les articles et les reportages qu'on a fait en Espagne avant les législatives en bas de cette vidéo. À bientôt.